Allez, LCI Tout Info, c'est parti avec dans ce studio Pascal Tournier, bonjour, rédactrice en chef adjointe de La Vie, Marion Pariset, bonjour, du think tank Le Millénaire, Amélie Le Breton, bonjour, communicante et cofondatrice de l'agence Coriolink, également avec nous Jean-Philippe Moinet, bonjour, bonjour directeur Philippe. de la revue Civique. On va tout de suite commencer, on en parlait dans le journal, en allant dans la Loire. Des maires de la vallée du Gier, c'est dans le sud du département, demande à l'État l'installation de moyens sanitaires militaires pour pallier au manque de personnel soignant dans la vingtaine de communes de ce territoire très impacté par le coronavirus. Nous sommes avec le maire de Saint-Chamond, Hervé Reynaud. Bonjour et merci d'être avec nous. Déjà un mot sur la situation sanitaire donc, dans cette vallée, dans ces différentes communes. Quelle est-elle ? La situation sanitaire est extrêmement tendue et l'on voit une accélération finalement du phénomène depuis une huitaine de jours. Et si on regarde les projections, eh bien les 15 jours qui viennent vont être extrêmement difficiles à assumer pour nos personnels soignants. Ça veut dire que là, à l'heure actuelle, les hôpitaux du secteur, alors on sait que Saint-Étienne, qui fait partie de la zone, est fortement impacté. Est-ce que les hôpitaux peuvent toujours accueillir de nouveaux patients ? Nous sommes proches de la rupture. L'ensemble des services sont quasiment au complet. Sur l'hôpital du centre hospitalier du Pays du Gier à Saint-Chamond, nous étions il y a 8 jours avec une cinquantaine de lits Covid. Nous en sommes à 130. Donc aujourd'hui, il y a quelques unités de lits disponibles, mais nous sommes vraiment à la limite. Et à travers cet appel, c'est également on relaie tout à fait la demande des soignants qui nous disent « aidez-nous » et soyons dans l'anticipation des prochains jours avant d'être au pied du mur. Vous demandez, pour qu'on comprenne bien, le même dispositif que celui qui avait été déployé au plus fort de la crise à Mulhouse, c'est-à-dire l'instauration d'un hôpital de campagne militaire, c'est ça ? Oui, notre territoire est très impacté, comme l'était Mulhouse lors de la première vague, et nous demandons les mêmes moyens. Et pour aller au-delà des demandes en personnel soignant civil, nous demandons effectivement l'aide de l'armée, qui pourrait venir diversifier et renforcer les structures des hôpitaux civils, nous permettre d'avoir des soignants supplémentaires pour passer ce cap qui arrive sans doute, cette deuxième vague qui est un véritable tsunami dans notre région. Est-ce que vous avez lancé cet appel aujourd'hui, ce week-end, est-ce que vous avez des éléments de réponse de la part des autorités déjà ? Non, j'ai pu échanger hier soir avec Madame la Préfète. J'aurai bientôt un contact avec Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé. Aujourd'hui, les choses sont maîtrisées, mais il n'y en a que pour quelques jours. Et donc, les prochaines heures seront mises à profit pour pouvoir trouver des moyens supplémentaires. En tout cas, je l'espère, et c'est la demande des 21 maires de l'ensemble de ce territoire. Alors 21 maires, et ça sera ma dernière question, vous l'avez sans doute remarqué, certains parlent déjà d'arrière-pensée politique, puisque vous êtes majoritairement des maires LR. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques qui naissent ? Écoutez, les maires sont ici force de proposition. Nous sommes souvent tout à fait attentifs aux prescriptions qui nous sont données, souvent d'ailleurs au dernier moment et de manière tout à fait mouvante. Il ne s'agit pas ici d'une critique, mais au contraire d'une proposition pour pouvoir anticiper. Et d'ailleurs, sur l'ensemble des 21 maires, il y a un fort pluralisme et des maires de toute tendance. Donc nous ne sommes pas dans la critique politicienne, mais bien au contraire, gouverner, c'est prévoir, et nous sommes ici dans une volonté d'anticipation pour pouvoir soigner. Rappelons-nous que depuis quelques jours, nous avons dû déprogrammer un certain nombre d'opérations non urgentes. Nous ne voudrions pas, dans quelques jours, devoir choisir qui soigner. Il en va de l'intérêt général et non pas des bisbilles politiciens. Merci beaucoup, Monsieur Reynaud, maire de Saint-Chamond, d'avoir été avec nous et de votre réaction. Ce genre d'appel de maire d'élus, ça pourrait se multiplier dans les jours qui viennent en fonction de l'évolution ? Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on arrive à un stade où il faut effectivement déployer peut-être sur quel levier peut-on s'appuyer pour faire face à cette nouvelle vague, parce qu'on le sait très bien, la modélisation, les projections montrent que ça ne va que s'amplifier. Donc moi, j'aurais voulu vous poser une question
à ce maire, c'était savoir aussi si les services, si les cliniques privées, de quelle manière elles étaient aujourd'hui mobilisées dans sa région. Parce qu'on le sait, ça n'a pas été le cas lors de la première vague. C'est aussi, je crois, que fait partie des choses qui ne sont pas tellement organisées. Donc, ça commence, mais ça aurait été intéressant de savoir. Mais voilà, on voit bien sur quel levier s'appuyer pour à la fois, effectivement, soulager le personnel hospitalier, parce qu'on le sait bien aussi, il n'y a pas, contrairement à l'Italie, il n'y a pas eu d'embauche supplémentaire d'infirmiers, de médecins, de création de lits de réanimation. Et d'autre part, effectivement, limiter la propagation du virus. Donc, sur quel levier appuyer? Donc là, effectivement, le recours à un hôpital militaire de campagne est une piste. Alors, pour le privé, on a posé la question hier à votre place, il y avait le professeur Megarban, qui est le chef de réanimation. Pitié, c'est peut-être pas la Pitié, c'est la Riboisière. Et il nous a dit que dans la première vague, effectivement, c'était très régionalisé. Il y a des secteurs où l'ARS avait fait en sorte que le privé vienne en aide, mais que là, a priori, d'après lui, c'était beaucoup mieux organisé. Voilà. Alors, je ne réponds pas à la place du maire de Saint-Chamond, mais voilà les éléments qui nous avaient été apportés hier par le professeur Megarban. Oui, cet appel... il y a quand même, faut noter, sur le territoire des inégalités, avec 6 régions, je crois, qui sont sous tension, plus que d'autres. On voit que sur l'ensemble du territoire, les chiffres sont les suivants pour les taux d'hospitalisation, parce que l'un des critères, c'est le nombre d'hospitalisations et notamment hospitalisation en réanimation. Au pire du pic de la première vague, nous étions à 30 000 hospitalisations au début du confinement, donc, avec aujourd'hui 15 000. Donc on est pour moitié du taux d'hospitalisation de l'époque. Mais la tendance, c'est très mauvaise. C'est que si ça continue comme ça, ça peut rejoindre les très mauvais chiffres du mois de mars. Donc, face à la situation, il y a plusieurs cas de figure. D'abord, il y a la responsabilité collective qui, manifestement, n'a pas fonctionné. Une minorité de personnes, 3, 4, 5% de personnes dans le public, chez nos citoyens, par inconscience ou responsabilité, ont fait qu'en 2 mois, la propagation a touché 5, 10, 20% de la population en nombre de tests, en tout cas autour de 10-15%, et surtout ce risque de contamination et donc d'engorgement du système hospitalier qui n'a pas pu être réformé en quelques mois complètement, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc par rapport à la situation, il y a plusieurs choses, c'est que dans toute l'Europe, on voit qu'il y a à la fois cette même tendance, y compris dans des pays qui étaient censés moins exposés, comme l'Allemagne, où il y a des alertes, y compris de la chancelière Angela Merkel, hier encore, pour faire qu'il y ait plus de mesures restrictives. Il y a plusieurs pays qui sont complètement confinés. Pays de Galles, l'Irlande, la Pologne à moitié confinée, la Slovaquie, des villes entières en Espagne sont quasiment confinées. Donc il y a la graduation sans doute des mesures à prendre, avec des confinements. On est dans un confinement nocturne avec le couvre-feu, c'est une forme de confinement. Nocturne, ouais. Donc avec le curseur de l'heure, est-ce qu'on va réduire l'heure, est-ce qu'on va ajouter des jours? Et puis les secteurs concernés, est-ce que les universités pourraient travailler en télétravail et non pas en présentiel, par exemple? Et donc il va y avoir des mesures sans doute qui vont aller plus loin parce que la tendance est mauvaise. Et encore une fois, il s'agit d'une responsabilité collective sur laquelle chacun doit désormais prendre ses responsabilités. Alors, avant d'écouter Marion Pariset et Amélie Le Breton, on va regarder les chiffres, parce que vous en parliez, Jean-Philippe. 45 422 cas, 15 637 hospitalisations, effectivement, et 2 491 en réanimation. Et on se rappelle qu'Olivier Véran a promis, en cas de besoin, 7 700 lits en réanimation, 2 491 d'occupés. Sur cet appel des maires, est-ce que ça va se multiplier ? Il y a des chances que ça se multiplie, mais ce qui est important aussi de noter, c'est que comparé à la première vague du Covid, on a beaucoup plus de régions aujourd'hui qui sont sous tension. Ce qui pose du coup, dans le cas d'une multiplication de ces demandes, un problème réel qui va être de coordination, parce que les armées ont réussi à mobiliser 3000 hommes lors de la première vague dans l'opération Résilience pour pouvoir appuyer les systèmes de santé. Mais ce ne sera pas... c'était plus simple, si on veut, quand il n'y avait finalement que quelques régions à traiter. Aujourd'hui se pose du coup la question de comment coordonner les appuis et les différents types de renforcement qu'on peut apporter, que ce soit par le fait de renvoyer des malades d'une région vers une autre ou de recourir à l'armée. Est-ce que le ministère de la Santé, qui a été chargé depuis le début de la gestion de cette crise, est le plus adapté ? C'est une question que je pose. La gestion de la crise, c'est un travail plein
qui n'est pas dans la nature même du ministère de la Santé, même s'ils ont une dimension qui touche à la crise. Le ministère de l'Intérieur pourrait très bien être amené à prendre le lead sur justement l'organisation des moyens pour réussir à obtenir une réponse qui soit un peu plus efficace. Normalement, c'est les préfets qui organisent. Oui, Voilà, et c'est l'armée qui a le savoir-faire en quelque sorte. Et les préfets dépendent du ministère de l'Intérieur. Oui, et les crises sanitaires, pour cette question qui peut se justifier, les crises sanitaires antérieures ont mis, malheureusement, dans d'autres cas aussi, la France en situation de crise sanitaire où la DGS, la Direction Générale de la Santé, a été dotée de moyens, notamment pour répondre à la crise. Sans doute insuffisamment, on le voit bien, mais c'était un des aspects depuis 15 ans qui a changé dans l'organisation même du ministère de la Santé. Amélie Breton. Moi, ce qui m'a frappé quand j'ai entendu parler de Saint-Chamond, c'est que pour moi, en termes de communication et d'image, ça y est, la France entière est sous le joug de ce virus. Pourquoi ? Parce qu'on avait l'image d'un virus qui s'attaquait aux métropoles. Et donc aux urbains, parce que la densité, elle est plus forte, donc il y a un mélange de population. Donc du coup, les gens n'ont pas de maison individuelle, ont des appartements, donc sont dans une certaine proximité. Et ça permet de véhiculer plus largement le virus avec des espaces très larges où les entreprises sont entassées, donc les gens sont entassés aussi. Bon, ben voilà, là, Saint-Chamond, ça nous montre que même dans une densité beaucoup plus faible que dans les grandes métropoles, puisque c'est dans le département de la Loire, le virus s'attaque aussi aux Français. Donc je pense que chez certains Français qui pouvaient se dire ce n'est pas mon virus, c'est celui des grandes métropoles comme Marseille, comme Paris, ça y est, il est partout et il attaque tout le monde. Ce sera peut-être, j'espère, un déclic salvateur pour ceux qui se disaient qu'ils ne seraient de toute façon jamais concernés. Je suis d'accord avec vous, mais je remarque quand même, si on regarde bien la carte, il y a quand même je dirais une coupure entre l'Ouest et l'Est. Enfin, c'est quand même assez flagrant de voir que tout. Pour l'instant. Pour l'instant, bien sûr. Enfin, en tout cas, pour le moment, il y a vraiment une disparité qui se joue entre le Grand Ouest et le Grand Est. Mais Bordeaux avait été attaqué, de même que Nantes, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, il y a eu des mesures à Bordeaux. Mais c'est vraiment là plutôt les campagnes, ou du moins les villes beaucoup moins importantes que les métropoles qui sont aussi touchées. Et c'est là où il y a un glissement assez spectaculaire. Et on remarque que la région du Grand Est, qui avait été principalement impactée avec le Nord et l'Île-de-France, cette fois-ci, pour l'instant, espérons que ça va durer, il réchappe plus ou moins. Le maire de Saint-Chamond nous disait on va vivre des heures décisives. C'est également l'avis du docteur Djilali Hannan. Dans 15 jours, la situation sera, dit-il, incontrôlable. On l'écoute. On est dans une situation où l'épidémie est quasi à contrôler. Depuis quelques jours, l'explosion du nombre de cas que l'on vit aujourd'hui va encore aggraver la tension sur les hôpitaux dans 10-15 jours, alors qu'elle est déjà extrême aujourd'hui. Et véritablement, c'est un casse-tête de préparer les 15 jours qui viennent en matière d'accueil des patients à l'hôpital, et pas simplement des patients atteints de la Covid-19, de tous les patients. Voilà, on se projette un peu dans le futur. Il y a un mot qui revenait très fréquemment chez le maire de Saint-Chamond, c'était manque d'anticipation. Voilà. Et quand on écoute, alors là c'est un médecin qui parle, on a un peu l'impression que c'est la même chose. Mais j'ai envie de dire, depuis le début de la crise, en fait, il y a eu un manque d'anticipation, parce que depuis le début, on a je dirais, beaucoup de pays européens ont évacué de leur logiciel la possibilité qu'il puisse y avoir de nouvelles pandémies. En fait, ça c'est depuis le début. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu de masques au début, parce qu'en fait, vraiment, d'un point de vue purement presque mental, on avait évacué ce genre de danger. Donc après, effectivement, il faut rattraper. Et là, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que le gouvernement a tiré la leçon de la première vague ? Là, c'est la petite musique qui est un petit peu en train de circuler aujourd'hui. Est-ce qu'on a tiré les leçons de la première vague ? Est-ce que du coup, on est en mesure d'avoir anticipé, notamment par rapport aux services hospitaliers ? Et là, je ne suis pas sûre. Oui, sachant qu'on ne peut pas considérer que cette crise était une crise ordinaire. Tout le monde en convient, vous l'avez dit Pascal à juste titre, non seulement l'Europe, mais le monde entier ne s'était pas attendu à une telle déferlante. Première chose. Deuxième chose, il s'est passé des choses néanmoins depuis la première vague, y compris dans les hôpitaux, en termes de capacité protocolaire de gérer les mêmes malades. Et d'ailleurs, dans un contexte où les statistiques sont quand même assez mauvaises, voire très mauvaises, il y en a une qui est moins mauvaise, c'est le nombre de décès. Je regarde le pic de mois de mars, le nombre de décès qui était de 613
en fait, quotidien. C'était énorme. Au pire de la crise de première vague. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop, mais c'est 137. Ça veut dire que par rapport au nombre de personnes hospitalisées, et même en proportion du nombre d'hospitalisations, on sait mieux sauver les gens. Parce que, on a fait le débat hier, les professionnels de santé nous disent, ça c'est les chiffres à l'instant T, mais dans 15 jours, oui. on risque d'être largement au-dessus de ces 150 et quotidiens. la tendance est à la hausse. Vous avez raison, Philippe, mais à toutes choses égales par ailleurs, en nombre de personnes hospitalisées ou en réanimation, on sait mieux traiter les personnes, notamment par le matériel qui est arrivé un peu plus, notamment les fameux respirateurs qui sont décisifs pour réanimer les personnes les plus fragiles en termes de respiration. Et donc il y a un taux, on va dire, de sauvetage des malades qui est un peu meilleur. Donc on ne peut pas dire non plus que personne ne s'est adapté à la situation. Les pouvoirs publics, le mammouth santé publique, ne bouge pas en 3 mois. Il bougera en 3 ans, il faut bien l'espérer. Et la situation n'est pas si catastrophique en termes de santé publique en France. Nous sommes, dans les études de l'OCDE, le 2e pays après l'Allemagne en nombre, par exemple, de lits d'hôpital par habitant. Donc on a une structure qui a ses faiblesses, mais aussi qui a ses forces. Et donc, il faut aussi souligner les forces et les faiblesses d'un pays. Et encore une fois, la situation concerne toute l'Europe, les États-Unis. Voyons les États-Unis avec ce taux de mortalité qui est beaucoup plus important, même en rapport à la population. Donald Trump a beau faire beaucoup de gesticulations, on voit bien que son pays a été beaucoup plus touché que l'Europe. Et en Europe, on voit que la situation est globalement, avec certains pays qui s'en sortent mieux que d'autres, mais on voit bien que la tendance, malheureusement, à la contagion est à la hausse dans tous les pays d'Europe, y compris ceux qui étaient un peu préservés. Donc voilà, après, la situation peut évoluer, mais dire qu'on ne s'adapte pas, sachant que, je finirai là-dessus, qu'il y a 3 paramètres à mettre en situation pour l'adaptation. Il faut s'adapter à la crise sanitaire, mais aussi à la crise économique et sociale qui est aussi devant nous. On en parlera. C'est un paramètre. Et aussi à l'aspect psychologique. Annoncer les choses progressivement n'est pas forcément de mauvaise politique. On parlera du reconfinement possible tout à l'heure. C'est à ça que vous faites allusion. Et on a suffisamment dit que sur Marseille, c'était beaucoup trop brutal, beaucoup trop rapide. Maintenant, on dit qu'on n'anticipe pas assez. Si on anticipe trop, il y a aussi les critiques inverses. Donc il y a cette gestion très compliquée pour tous les gouvernements, quelles que soient leurs étiquettes et leur orientation idéologique, entre le sanitaire, l'économique et social et le psychologique pour une population. Allez, sur ce mot qui revient un petit peu en boucle, l'anticipation. Ouais. On a manqué d'anticipation, ou en tout cas, on a eu du mal à gérer l'incertitude et le manque de connaissances sur ce virus. Là, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'à ce stade, on se trouve déjà dans la seconde vague, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, nous ne sommes plus en mesure de suivre et de tracer le virus de manière certaine. Nous perdons le contrôle sur la façon dont se font les contaminations. Aujourd'hui, finalement, on ne doit plus être dans l'anticipation, mais on est déjà dans la gestion de la crise qui va nous arriver. C'est pour ça que le personnel médical, depuis 15 jours, commence à alerter, c'est qu'eux voit déjà le début de cette crise-là. On va avoir cette prise de conscience. Dans cette dimension-là, il est important justement de penser au-delà des messages qu'on a fait passer tout l'été, qui sont importants de responsabilisation, pour justement passer dans l'action, comment on anticipe la gestion des logistiques. Tout simplement, on a utilisé des trains pour basculer des malades d'une région à l'autre. Est-ce qu'on remet en place? Est-ce qu'on améliore ces méthodes-là? Est-ce que ça a été réfléchi déjà? C'est sur ces questions-là qu'on doit traiter aujourd'hui. Et alors justement, ça rejoint un domaine de la communication qui est la communication de crise. La communication de crise, c'est ce qu'on fait quand on gère une crise. Et normalement, les communicants, on sait qu'il faut toujours anticiper les différents scénarios. Vous regardez quelles sont les étapes que vous imaginez et ensuite quels sont les messages que vous mettez en face de ces étapes. Bon. J'ai normalement une bonne nouvelle, enfin je l'espère, pour ceux qui nous écoutent, c'est que le gouvernement, ils ont des tonnes d'experts au sein de leur ministère et autres consultants qui travaillent avec eux, qui ont dû anticiper tous les scénarios qui nous arrivent sur les courbes, parce que ça fait longtemps quand même que les épidémiologistes donnent les données et les courbes et donc les projections qui peuvent être négatives. Depuis le mois de juillet, le professeur Delfraissy annonce une potentielle 2e vague, même si M. Raoult n'était pas d'accord. Il y a quand même des médecins qui étaient sur cette vague-là, ou cet axe-là. Ce qui veut dire que, normalement, quand on est un politique en gestion de crise, on a anticipé ces scénarios et donc on a mis en place une gestion. Donc, on devrait être rassuré sur les capacités de l'État à y répondre. Ensuite, comment est-ce que la communication gouvernementale accompagne cette gestion? Bon, on voit bien que là, c'est un peu plus compliqué. Peut-être que ce qui aurait été judicieux
en tout cas peut-être pour tout ce qui est les acteurs économiques et aussi pour les soignants, c'est de dire, voilà, on a des courbes qui nous donnent cet étalage-là, avec certaines étapes. Si nous avons tant de lits occupés, voilà ce qui va se passer. On va faire un couvre-feu, on va faire un reconfinement, ce qui n'a pas du tout été annoncé. On nous a parlé obligation de masque dès le 28 août, puis ensuite on nous a dit peut-être qu'il va y avoir des choses. Mi-septembre, on a des discours du Premier ministre dans lesquels il n'y a pas d'impulsion forte, donc on se dit en fait tout va bien. Et puis en fait, au fur et à mesure, on nous donne en réaction très immédiate par rapport à une situation qui se dégrade très fortement de nouvelles mesures qui sont strictes, qui sont restrictives. Les Français, ils auraient peut-être plus anticipé ou mieux intégré certaines obligations si on leur avait dit voilà ce qui peut se passer dans tant ou tant de temps. Je dis ça et j'ai quand même conscience que je ne suis pas président de la République ni Premier ministre et que quand on regarde ce qui se passe par exemple aujourd'hui en Irlande, où ils ont annoncé quand même un reconfinement, ils l'ont annoncé mercredi. Pourquoi je vous dis mercredi ? Parce que le mardi, il y a eu 13 morts en Irlande du Covid, le lundi, 0. Et que quand on est une population et qu'on a 0 mort et qu'on nous dit on va reconfiner, il faut pouvoir l'accepter. Donc des fois, en anticipant trop, il n'y a pas d'intégration et les gens ne vous suivent pas. Bon, voilà pour ce cours de communication de crise. Restez avec nous dans quelques instants. On va faire un pas de côté. On reparlera à partir de 16h de cette crise sanitaire. On va revenir sur les propos du président Erdogan qui vise le chef de l'État et puis le grand jury de Marine Le Pen. Laissez-vous guider avec Krups et suivez votre programme avec un espresso fraîchement moulu. Krups, fabriqué en France. Suspect localisé. Ok. Situation claire. La marine recrute. Rejoignez l'équipage sur êtremarin.fr. Salut. Bonjour Manu. Je vois que tu as fait installer ton alarme. Oui, les enfants sont de plus en plus souvent seuls, tu sais. Alors, rassuré. Oui. Tu devrais vraiment jeter un œil sur leur site. Rendez-vous sur Verisure.fr pour demander votre devis en moins d'1 minute. Votre alarme, c'est sûr, c'est Verisure. Et profitez dès maintenant des frais d'installation offerts. Rechercher la mer est dans votre nature. Vous la faire vivre est dans la nature de Costa. Réservez votre balcon sur la mer à un prix exceptionnel. L'annulation est gratuite. Costa. U vous présente de la pâte à tarte feuilletée. Mais surtout de la pâte à tarte feuilletée U à la farine de blé 100% français et au prix bloqué de 75 centimes d'euros la pièce de 230 grammes. Oui, un prix bloqué sur 5000 produits U, c'est notre engagement pour soutenir votre pouvoir d'achat chaque jour. U, commerçant autrement. Oh darling, let's talk. Let's go for a walk. 'Cause when our lips collide, I can't decide upon the reason why. Could this be love? Are you the one? Les amis, aidez-moi à trouver l'homme U-Power. Chaussures et vêtements de travail U-Power. Impossible d'y résister. Chef d'entreprise, plus que jamais, pour trouver les compétences cadres qui vous permettront de développer votre activité, vous avez besoin d'aller vite. Pour accélérer et réussir vos recrutements, l'APEC est là. Prenez rendez-vous avec nos consultants sur apec.fr. APEC, nous rencontrer, c'est avancer. Vos données sont précieuses. Elles peuvent être collectées, vendues ou volées. Faites le premier pas vers la confidentialité en ligne. Obtenez NordVPN. Pour vendre sa maison, Sophie est un peu perdue. Heureusement, pour estimer gratuitement le prix de son bien, il y a Se Loger. Se Loger, vous avez les clés. Quand on perd un enfant, il y a cette question qui revient. Pourquoi ? On peut invoquer le destin. On peut aussi ne pas se résigner à l'idée que ce jour-là, il soit mort pour rien. Et faire en sorte que finalement, ce ne soit pas la mort qui gagne, mais la vie. Faire du gaz une énergie d'avenir, c'est facile. PG, professionnel du gaz, c'est 15 000 entreprises partout en France qualifiées pour l'installation et la maintenance.
En ce moment, pour l'installation d'une chaudière gaz très haute performance énergétique, vous bénéficiez d'être mise en place par l'État et réaliser jusqu'à 30% d'économie d'énergie. Le gaz, c'est aussi une énergie d'avenir, grâce au biométhane par exemple. Ce biométhane, gaz 100% renouvelable, est produit par fermentation des déchets agricoles ou ménagers, puis est utilisé à l'identique pour le chauffage et l'eau chaude des habitations. Les équipements alimentés par ce gaz renouvelable sont inchangés et sont donc installés et maintenus par les entreprises PG professionnelles du gaz. Trouver un PG professionnel du gaz, c'est facile, toutes les entreprises sont sur notre site internet. Vous pensez que votre salle de bain est propre et saine? Regardez ici, vos joints sont moisis. Heureusement, vous pouvez appliquer Renew sur vos anciens joints. Et voilà, une salle de bain saine en quelques minutes. Renew, vos joints comme neufs. Bienvenue dans une maison saine. Let's go for a walk. 'Cause when our lips collide, I can't decide upon the reason why. Could this be love? Les amis, aidez-moi à trouver l'homme U-Power. Chaussures et vêtements de travail U-Power. Impossible d'y résister. Restez en forme avec Rosanna. Étirement et hydratation sont essentiels. Plusieurs fois par jour, sur la pointe des pieds, tirez vers le haut, ventre rentré. Puis vers le bas, genoux légèrement pliés. Hydratez-vous chaque heure avec Rosanna. Rosanna est naturellement gazeuse, elle contient du magnésium et le magnésium contribue à réduire la fatigue. Mon magnésium, c'est Rosanna. Chef d'entreprise, plus que jamais, pour trouver les compétences cadres qui vous permettront de développer votre activité, vous avez besoin d'aller vite. Pour accélérer et réussir vos recrutements, l'APEC est là. Prenez rendez-vous avec nos consultants sur apec.fr. APEC, nous rencontrer, c'est avancer. Qui peut concurrencer la MAF? Avec MAF Triple Plus, j'ai plus de protection. Moi, mes passagers et nos bagages sont couverts. Plus de services. En cas de pépin, je suis géolocalisé, remorqué, dépanné. Plus d'économies avec des réductions si je souscris plusieurs contrats. Vous avez échoué! Je préfère la MAF. Votre devis sur maf.fr et en agence. Laissez-vous guider avec Krups et suivez votre programme avec un espresso fraîchement moulu. Krups, fabriqué en France. LCI Tout Info, on va s'intéresser quelques instants au président Erdogan, à ses rapports avec Emmanuel Macron. La France a rappelé son ambassadeur en Turquie, c'est un acte diplomatique assez rare, une façon pour l'Élysée de répliquer aux nouvelles attaques du président Erdogan. Lors d'un discours télévisé, il avait dénoncé l'attitude d'Emmanuel Macron envers les musulmans, après l'assassinat notamment, mais pas que, de Samuel Paty, et il s'en était pris au chef de l'État en ces termes. Que peut-on dire d'un chef d'État qui traite des millions de membres de communautés religieuses différentes dans son pays de cette manière? Allez d'abord faire des examens de santé mentale. Voilà, examen de santé mentale, c'est pas la première fois que le président turc s'en prend à Emmanuel Macron. Jusqu'où il peut aller, il va aller, Erdogan? Là, on voit bien qu'il y a quand même une dérive qui est un engrenage chez Erdogan, qui joue de l'islamisme maintenant radical comme un étendard politique de son impérialisme. Rappelons qu'il le cible depuis des années, les Kurdes de Syrie, mais y compris de son pays, qui se battaient et qui se battent toujours contre l'islamisme radical et Daesh en particulier. Donc il les a ciblés. Il a derrière la tête d'instrumentaliser des mouvances islamistes d'Azerbaïdjan au Karabakh. Il a au Liban trouvé de très mauvaises idées l'intervention du président de la République française d'intervenir au Liban, qui est considéré comme l'une de ses zones favorites d'influence. Et sur la Grèce, on l'a vu, il a voulu entrer dans les eaux territoriales de l'Union européenne en faisant des bras de fer permanents. Et il fait désormais le lien direct entre musulmans et islamistes radicaux. Non seulement un dessin de presse en France est publié et qui en vient à ce qu'un fanatique tue et assassine un professeur, et il n'y a aucun mot de condoléances adressé au peuple français ou même à la famille de ce professeur. Non seulement ça, mais en plus, il charge, et c'est volontaire, c'est qu'il veut faire de l'appartenance à la religion musulmane, ce que refusent beaucoup de musulmans,
mais il veut faire de cette appartenance un étendard d'expansion islamiste, et il le fait dans toutes les occasions possibles, imaginables, ce qui est dangereux, puisque quand même cette puissance turque est importante en termes démographiques, en termes économiques, aux portes de l'Europe, et en plus partage avec nous une alliance stratégique et militaire qui s'appelle l'OTAN, et dans laquelle l'un des axes de l'OTAN est normalement de faire face à l'islamisme radical au Moyen-Orient. Donc M. Erdogan, de l'intérieur, joue le cheval de Troie de l'OTAN pour déstabiliser les démocraties occidentales. Et on peut rappeler qu'au large de la Libye, il y a quelques mois, la marine française a eu maille à partir avec des bateaux turcs. Est-ce qu'on est assez ferme aussi? Parce que c'est une question qu'on peut se poser. Je sais pas. En tout cas, ce que je pense, c'est qu'à travers Emmanuel Macron, c'est aussi l'Union européenne en fait que Erdogan vise aujourd'hui, parce qu'on le sait bien justement à travers tous les conflits que vous venez de rappeler, que ce soit la Grèce, que ce soit la Libye, la Syrie, le Haut-Karabakh, il y a justement l'Europe qui voulait, l'Union européenne qui voulait instaurer des mesures de représailles. Et donc là, je pense que c'est aussi à travers Emmanuel Macron, qui, on le sait aujourd'hui sur la scène européenne, est quand même partie des leaders les plus puissants, enfin en tout cas les plus à même de faire bouger l'Europe. Donc il y a cet élément-là. Et effectivement, pour revenir, pour appuyer un peu ce que vient de dire Jean-Philippe, c'est que oui, c'est fini. La Turquie, pays laïque, séculier, c'est terminé. C'est plus que terminé. Je citerai un autre exemple assez symbolique. De Mustafa Kemal. Voilà, symbolique, c'était aussi la transformation de l'église Sainte-Sophie en un lieu de culte musulman, enfin qui est déjà d'un point. Donc voilà, je pense qu'à chaque fois que maintenant aujourd'hui, il peut asseoir, pour prendre vos termes, cet étendard, musulman, il va faire tout voir. Il va même plus loin que musulman. Il prend en otage les musulmans, y compris de son pays, pour mener une guerre de civilisation, finalement. À travers ça, au final, il raccroche l'histoire de l'Empire ottoman. Il se replace dans cette dynamique-là, et c'est quelque chose qui pose des défis, mais constants. On a la même difficulté indirectement avec la Chine, qui raccroche également à son histoire d'empire. Avec en Moyen-Orient, on a la Russie, on a l'Iran avec la Perse, qui font ensemble un ensemble de challenges pour ce 21e siècle, de comment gérer des puissances qui finalement se retrouvent des envies de superpuissance, alors que jusqu'à maintenant, on les considérait finalement comme des pays en développement. À la recherche de nos racines, c'est aussi peut-être le sous-titre qu'on pourrait. La mondialisation est passée par là, non? C'est une question. Alors oui, on pourrait dire à la recherche de nos racines, mais c'est quand même un peu plus dangereux que ça, parce qu'on sait, on a eu des exemples dans l'histoire de ceux qui ont voulu réannexer très largement pour reconstruire certains grands empires. On voit ce que ça a donné. Clairement, en termes de vocabulaire, c'est assez violent ce qu'il utilise Erdogan, et il le fait sciemment. C'est quelqu'un d'intelligent, il n'est pas sénile jusqu'à preuve du contraire. Ce qu'il va être intéressant de regarder, c'est surtout, au-delà du discours d'Emmanuel Macron, ce que vont dire Donald Trump et M. Poutine. C'est ça aussi qui l'attend Erdogan, c'est de voir si il peut être, si d'autres très grands chefs d'État, en tout cas que lui il estime, vont le laisser faire ou vont mettre à mal ses ambitions. Ce qui est certain, c'est que l'Union européenne, là, elle est plus faible, puisque comme elle est multiple, que Angela Merkel, il ne faut pas l'oublier, les Turcs sont très présents, la communauté turque est très présente en Allemagne. Donc Angela Merkel, elle a été sur un jeu d'équilibristes qui n'était pas toujours lisible pour ses homologues européens. Donc la réponse, elle viendra aussi des grands enjeux géopolitiques. Et là, je laisse les experts de géopolitique s'exprimer. Il y a un point, Philippe, qu'il faut rappeler aussi sur Erdogan, c'est que c'est sans doute une réponse à des annonces gouvernementales françaises, pour le coup, faites sur le financement de certains lieux de culte en France, sur les imams étrangers en France, qui sont désormais plus dans la doctrine française, puisqu'il est convenu désormais de faire en sorte que les imams soient formés en France, qu'ils soient français, en tout cas qu'ils ne soient pas téléguidés par des pays étrangers. Il y avait une partie de la Turquie qui cherchait des influences par ce biais-là, et Emmanuel Macron, dans son discours sur le séparatisme islamiste, a indiqué que cette période-là était terminée, et aussi sur l'enseignement et l'éducation nationale, sujet ô combien d'actualité, la fin des ELCO, enseignement des langues et cultures d'origine, où certains professeurs étrangers, soit du Maghreb, mais aussi de la Turquie,
faisait des cours sur la langue, mais aussi derrière sur certaines choses. Il est convenu également que cette période était terminée et que ces professeurs étaient remerciés. C'est sans doute aussi l'une des explications de ce bras de fer qui concerne et qui met face à face Emmanuel Macron et M. Erdogan et qui ne concerne peut-être pas d'autres pays européens qui, pour l'instant, sont plutôt dans la composition. Alors, transition toute trouvée, tiens, pour parler du grand jury de Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, parce qu'elle a bien sûr été questionnée sur cette guerre, le terme est employé par plusieurs responsables politiques, contre l'idéologie islamiste. Nous sommes en guerre contre cette idéologie, dit Marine Le Pen. Une guerre nous est menée et nous devons mener cette guerre. Cette guerre, nous ne la menons pas contre un État, nous la menons contre une idéologie. Cette idéologie, c'est l'islamisme. Déjà, il faut accepter que nous soyons en guerre contre l'islamisme. Si nous sommes en guerre, alors il faut déclarer cette idéologie ennemie de la France. Et de cette déclaration, il va falloir que découle toute une série, évidemment, de décisions, notamment interdire les organisations qui feront la promotion de cette idéologie, expulser les étrangers qui viennent au soutien de cette idéologie par n'importe quelle manière, déchoir de la nationalité les doubles nationaux qui professent, défendent ou font l'apologie de cette idéologie. Toutes ces mesures, et il y en a eu d'autres énoncées par Marine Le Pen, notamment concernant les mosquées, le financement des associations cultuelles, on les retrouve dans le débat politique actuel depuis quelques semaines, voire quelques mois. Oui, et même plusieurs mois, parce que la question du financement... dans quelques années même. Souvenez-vous, quand on attendait le fameux discours d'Emmanuel Macron sur la laïcité ou surtout sur l'organisation de l'islam de France, déjà dans les propositions qui étaient sur la table, c'était la réforme sur la question du financement des lieux de culte. Donc, c'est pas très nouveau. La fermeture des lieux de culte aussi, c'est pareil. Je me souviens encore même de Manuel Valls, quand il était Premier ministre, aborder ce genre de sujet. Donc, oui, je ne sais pas si on peut dire qu'elle se met au diapason ou si, au contraire, ce sont ces idées qui se sont, je dirais, qui ont imprégné progressivement à la lumière des événements. Je ne sais pas. Oui, et puis le mot guerre est à la fois intéressant et symptomatique, parce que la France est en guerre depuis des années. Rappelons que nos soldats qui savent faire la guerre le sont face au djihadisme au Sahel et au Levant depuis des années. Donc la guerre existe, j'allais dire malheureusement, donc il ne faut pas que Marine Le Pen découvre cet état de guerre. Et elle a raison d'employer... Emmanuel Macron emploie le même mot. Emmanuel Macron contre l'islamisme emploie le même mot. Les services de renseignement intérieur, parfois à bas bruit, font la guerre matin, midi et soir, et la nuit contre certains réseaux très actifs en France, ont déjoué, rappelons-le aussi, un attentat par mois depuis 3 ans. Donc on ne découvre pas qu'il y a ce problème-là. Elle a son programme. J'ai été frappé par, on en parlera peut-être à d'autres moments d'extrait que vous allez présenter, son propos de tout à l'heure sur votre antenne, qui était intéressant à bien des égards. Mais il y a une forme de redécouverte de cette terminologie de la guerre qu'elle utilise sans doute politiquement, sachant que les services concernés sont mobilisés depuis longtemps. Ces thèmes, donc, on a entendu quelques exemples, puis d'autres là, que je rappelais. Ça veut dire, alors pour reprendre ce que disait Pascal, c'est elle qui a gagné et les autres s'en emparent. C'est un peu plus compliqué que ça. Je pense que ce qui est certain, c'est que ça va la remettre en selle. Marine Le Pen, elle a quand même eu... on ne peut pas dire une traversée du désert politique, mais elle a eu du mal à réenclencher une dynamique. Moi, j'ai pu entendre l'intégralité de l'émission. Elle a été comme elle est quand elle fait des très bons discours. Elle est en capacité d'être claire, d'être très convaincante. Pourquoi ? Parce que c'est le fonds de commerce quand même du Rassemblement national. Les thématiques qui sont liées à la lutte contre le terrorisme, à la lutte contre l'islamisme en tout état de cause ici. Donc elle dit on va se rallier à mes idées. Mais c'est une conjonction, vous l'avez dit tout à l'heure. Manuel Valls, depuis longtemps, est sur ce terrain-là à gauche. On voit bien que quand même, depuis quelques mois, il y a un nouveau ministre de l'Intérieur qui frétille un peu sur ces questions-là et qui met beaucoup de choses en avant. Il dynamise un peu ça chez la République En Marche. Et puis, Emmanuel Macron, qui était sur une première partie de quinquennat très occupé sur les questions économiques et sociales, on lui a demandé, et notamment avec Gérald Darmanin, d'aller sur ces questions-là. Donc, lui aussi,
On ne sait pas s'il court après, mais la question s'impose. Pour moi, aujourd'hui, en fait, finalement, à vous écouter, elle est quand même relativement concurrencée justement sur ce terrain-là, parce qu'il y en a un autre aussi qu'on n'a pas cité, que je trouve assez étonnant. Alors, c'est pas sur ces faits de terrorisme, mais on voit Jean-Luc Mélenchon qui a pris parti. Je dis peut-être une bêtise, je vais peut-être dire une bêtise, donc je vais m'arrêter là, mais en tout cas, elle est concurrencée sur ce terrain-là. Oui, on voit bien que le curseur est sur les Tchétchènes, non, c'est ça. Oui, c'était sur les Tchétchènes, voilà, exactement. Donc on voit bien que chacun, à part son prisme, pose son diagnostic ou ses solutions, mais il y a quand même aussi aujourd'hui une surenchère sur cette thématique-là et qui ressemble parfois à celle de Marine Le Pen. Elle est concurrencée en effet, mais derrière cela, elle n'est pas forcément plus crédible. C'est son discours de toujours. Finalement, ça vient apporter de l'eau à son moulin, comme vous disiez. Ça vient confirmer des appréhensions, peut-être qu'elle avait. On ne sait pas, parce que finalement, beaucoup de choses venaient nourrir le discours lié à l'étranger, globalement, dans le discours du Rassemblement national. Aujourd'hui, finalement, il y a une prise de conscience générale. Et il ne faudrait pas non plus ramener ça à des guerres de chapelle entre partis politiques, parce que derrière, on sent que ça dépasse tous les clivages, finalement. Tout le monde se rassemble sur cette idée que oui, on a un problème aujourd'hui qui est quasi civilisationnel avec une partie de cette religion qui n'arrive pas à intégrer nos formes de vie. Et là-dessus, on doit dépasser ces clivages. Ça change juste un point là-dessus, c'est qu'il y a quand même, dans l'histoire récente des 20 dernières années, une mécanique quasiment automatique entre la résurgence d'attentats meurtriers et le réflexe de peur, parfois légitime, et d'utilisation des peurs qui a été récupéré par l'extrême droite, les extrêmes droites. Et souvenons-nous, c'était pas hier mais avant-hier, le 21 avril 2001, avec Jean-Marie Le Pen accédant au deuxième tour de la présidentielle, beaucoup d'analystes ont étudié ça de près, en faisant le rapprochement avec le 11 septembre qui avait fait une lame de fond sécuritaire sur l'ensemble de la planète, et un choc, d'ailleurs, beaucoup plus important d'ailleurs que ce qu'on vit malheureusement encore aujourd'hui, mais qui a fait que l'extrême droite a récupéré, parce qu'elle est souvent en première ligne de front, sans jeu de mots, d'utilisation des peurs pour en faire un élément finalement de rassemblement et en tout cas de propagande. Et dernière anecdote, je connais bien une région de France où le Rassemblement national est assez puissant, la Picardie. Le samedi 14 novembre 2015, le lendemain du Bataclan, sur les affiches, sur les murs, de cette région et sur l'autoroute allant à Paris, les affiches toutes fraîches, Rassemblement national ou Front national à l'époque. Et encore ces jours-ci, on voyait très vite, finalement, l'instrumentalisation des peurs avec des affiches qui étaient les premières affiches politiques, il n'y en a pas d'autres, qui montrait la remise en ordre par Marine Le Pen, donc un réflexe militant intégré par les troupes très organisées du Rassemblement national qui essayent de récupérer toute forme de peur, qu'il s'agisse de Covid d'ailleurs. C'est une préoccupation des Français. Oui, quand on regarde les sondages, quand il y a des gens qui se font égorger, décapités, historiquement, c'est un peu normal. Et j'abonde dans votre sens pour dire que historiquement, ça a été l'un des moteurs, les peurs, au-delà des préoccupations, les peurs de l'ascension de certaines extrêmes droites dans le paysage politique. Allez, autre extrait de ce grand jury de Marine Le Pen. L'islam n'est pas une religion incompatible avec la République, dit-elle, mais on entend lutter contre ceux qui professent l'islamisme. Je ne crois pas qu'il y ait une religion qui soit incompatible avec la République française. Je pense qu'il y a des comportements individuels et qu'il existe une idéologie auquel adhèrent des individus. Et moi, c'est contre cette idéologie que je veux me battre et c'est contre les individus qui sont les soutiens sur notre territoire de cette idéologie, qu'ils soient étrangers, binationaux ou français, que je veux me battre. Distinction réaffirmée. Oui, et elle est évidente, cette distinction. Pourquoi ? Parce que quand les hommes et les femmes politiques prennent la parole, et notamment en vue d'une élection importante, comme là c'est pour la présidentielle en 2022, on sait qu'il faut qu'ils s'adressent à tout leur socle électoral. Or, Marine Le Pen, dans son socle électoral, et le Rassemblement national, dans son socle électoral, peut compter sur des ouvriers, peut compter sur des musulmans. Donc elle ne peut pas avoir un discours où elle va exclure une partie de ceux qui vont potentiellement, et même voter pour elle demain, et qui ont déjà voté pour elle hier, parce que ce problème de l'islamisme est vécu comme un problème pour une partie
forte des musulmans. Et on l'a déjà vu parce qu'elle l'utilise dans ses propos quand elle dit « Quand je vais voir des musulmans, ils me disent qu'ils sont fatigués d'avoir ces perturbations dans les cités, par exemple, pour ceux qui habitent dans les cités. Pareil sur les ouvriers qui se sentent déconsidérés par l'Europe. » Donc elle sait que les arguments qu'elle va utiliser, les messages doivent être pertinents pour sa cible électorale. Donc là, évidemment, elle ne pouvait pas parler des musulmans, mais bien uniquement de l'islamisme. Mais comme vous le dites, je vous rejoins totalement, notamment dans le cas des cités. On voit que souvent, on a 80-90% des gens qui ne sont absolument pour rien dans les désordres qui se passent, dans le trouble à l'ordre public, et que finalement, on a une minorité qui prend la main et qui vient pourrir la situation de l'ensemble de la population. Par contre, je mettrai une nuance par rapport à l'islam, parce qu'à la différence de la religion catholique ou du judaïsme, l'islam est beaucoup moins structuré en tant que religion. Ce qui pose une difficulté pour l'État, parce qu'on n'a pas la capacité d'avoir un interlocuteur qui permette de faire le relais, de s'adresser d'un interlocuteur pour échanger et pour discuter sur les points où l'État aurait à s'organiser avec cette religion. Et là, ça pose une réelle question, parce que la Constitution, la loi de 1905 ne nous permettent pas de venir apporter peut-être une structuration à la structure religieuse dans l'état de nos lois. Oui, et là-dessus, on a de un France, défi vieux débat. Effectivement, il n'y a pas de hiérarchie. Il y a pas... Les chiites ont une hiérarchie, mais les sunnites, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai trouvé cet extrait important aussi pour un point, effectivement, sans doute peut-être calcul électoraliste, Amélie l'a évoqué, mais je pense qu'elle a d'abord été assez claire pour dénoncer le propos d'un de ses partisans, Jean Messia, qui, lui, fait carrément l'islam égale islamisme. Musulmans, tous coupables. Bon, elle a tenu pour une raison très importante qui tient aux libertés fondamentales, notamment la liberté de culte en France qui existe, qui est constitutionnellement protégée. Et deuxièmement, c'est qu'elle tient à éviter le piège qui lui est tendu par ses propres partisans de faire ce genre de raccourci qui la sortirait du cadre républicain, qui est précisément la liberté de culte et de ne pas mélanger musulmans et les islamistes. C'est un point fondamental. Et j'ai été frappé aujourd'hui de son propos elle faisait attention sans doute pour respectabiliser encore plus son image de candidate à la présidentielle et pour ne pas entrer dans le piège que tentent certains de ses partisans, encore une fois, et c'est un point très important de bien distinguer une précision, c'est que islam et islamisme. Jean Messia qui s'exprime, on trouve ses propos dans le journal du dimanche, est égyptien, c'est un copte égyptien. Mais on sait que la vie des coptes en Égypte, c'est pas forcément très simple. Il a peut-être un prisme un c'est peu ce qu'elle plus dit, développé. Pour l'excuser quand même, en disant, elle cite exactement qu'il a été une sensibilité exacerbée. Mais bon, quand on est dirigeant d'un parti, il n'est pas le seul, Jean Messia. Il y a une flopée de gens qui sont plutôt proches de Jean-Marie Le Pen, qui veulent faire aucune distinction, comme Erdogan d'ailleurs, entre musulmans et islamistes. Pour appuyer vos propos, effectivement, on voit bien qu'elle travaille aujourd'hui, Marine Le Pen. Elle travaille, elle essaie vraiment de nourrir un peu son propos, de muscler son propos pour la présidentielle 2022. Parce qu'il faut quand même, je pense que tout le monde a en tête le fameux débat d'entre-deux tours avec Emmanuel Macron, où manifestement elle a montré qu'elle ne travaillait pas assez ses dossiers. Et donc là, aujourd'hui, elle ne veut pas être prise en défaut. Elle veut, comme vous dites très justement, asseoir sa respectabilité et cette question de la laïcité, du respect de la loi de 1905 est fondamentale. Mais c'est un débat qui sera devant nous, y compris dans ses rangs. C'est ça qui est intéressant. On se retrouve dans quelques instants. On va revenir sur cette crise du Covid. À tout de suite. Laissez-vous guider avec Krups et suivez votre programme avec un espresso fraîchement moulu. Krups, fabriqué en France. Depuis plus de 130 ans, l'Institut Pasteur se bat avec détermination. Et pourtant, face aux menaces qui pèsent sur notre santé, maladies infectieuses, épidémies de Covid-19, de Zika, d'Ebola, résistance aux médicaments, mais aussi Alzheimer, cancer, nos chercheurs ont besoin de plus de moyens. Pour que l'Institut Pasteur poursuive ses découvertes scientifiques, votre soutien est essentiel. Pour le progrès et pour l'avenir de tous, ensemble, défendons la recherche. Faites un don sur pasteur.fr. Ça, c'est sûr. Être à son compte n'est pas de tout repos. Faire des pauses, ça arrive. Stress, pépin, paperasse.
Et pourtant, la solution est là. SumUp, le lecteur de carte bancaire qui va vous simplifier la vie. Rendez-vous sur sumup.fr. Eh oui, ça c'est mon joli bébé à moi. Nous allons protéger cette jolie peau douce. Bépantène Pommade apaise dès la première application et protège contre les rougeurs et les irritations. Bépantène Pommade, votre allié contre les fesses rouges de bébé. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. Le corps plein d'énergie, l'esprit vif. Perroca Énergie, c'est une formule unique qui allie les vitamines et les minéraux essentiels pour faire face à toutes les situations. Perroca Énergie, gardez le rythme. Leïla et Marie s'aiment pour de bon. Alors maintenant qu'elles ont enfin aménagé ensemble dans le bon appartement, avec la bonne vue et tout, elles se disent que c'est le bon moment pour trier leurs affaires et revendre ce qui ne leur servira plus. Parce que déposer des annonces sur Le Bon Coin, c'est quand même plus utile que d'avoir tout en double. Le Bon Coin, le bon pour tous. Téléchargez l'appli. Sur laposte.fr, je prépare ma lettre recommandée. La Poste l'imprime et se charge de la remettre. Envoyez votre lettre recommandée sans vous déplacer avec laposte.fr. Chef d'entreprise, plus que jamais, pour trouver les compétences cadres qui vous permettront de développer votre activité, vous avez besoin d'aller vite. Pour accélérer et réussir vos recrutements, l'APEC est là. Prenez rendez-vous avec nos consultants sur apec.fr. APEC, nous rencontrer, c'est avancer. Si Karim recommande Boursorama Banque à son frère, c'est parce que nous sommes classés banque la moins chère pour la 12e année consécutive. Boursorama Banque, la banque qu'on a envie de recommander. Et toujours 80 € offerts. Découvrez la BMW Série 1, qui ne fait rien comme les autres. Rien comme les autres et qui n'a vraiment pas froid aux yeux. Dis ma Série 1, tu nous réchauffes un peu l'ambiance. BMW Série 1, une et unique. En ce moment, découvrez la BMW Série 1 édition sport. Dès 295 € par mois, entretien inclus. Là-bas, c'est Georges. Il veut vendre son appart au meilleur prix. Mais entre ses potes qui lui disent que les prix ont explosé et sa voisine qui pense qu'un rez-de-chaussée ça ne vaut rien, il est perdu. Du coup, il a estimé le prix de son bien sur Se Loger. C'est simple, précis. Et là, Georges, il est serein. Et vous, connaissez-vous le prix de votre bien? Se Loger, vous avez les clés. I see king, I see queen, well. None of you know my kingdomanium. Renault Clio Hybride, le nouveau chapitre d'une grande histoire. Renault Clio Hybride, à partir de 199 € par mois, 4 ans d'entretien, garantie et assistance inclus. Il est temps de se détendre. Stressless vous offre moins 20% sur toute sa collection de fauteuils et canapés. Venez en profiter en magasin. Quand on perd un enfant, il y a cette question qui revient. Pourquoi? On peut invoquer le destin. On peut aussi ne pas se résigner à l'idée que ce jour-là, il soit mort pour rien. Et faire en sorte que finalement, ce ne soit pas la mort qui gagne, mais la vie. Oh darling, let's talk. Let's go for a walk. 'Cause when our lips collide, I can't decide upon the reason why. Could this be love? Are you the one? Les amis, aidez-moi à trouver l'homme U-Power. Chaussures et vêtements de travail U-Power.
Impossible d'y résister. Chef d'entreprise, plus que jamais, pour trouver les compétences cadres qui vous permettront de développer votre activité, vous avez besoin d'aller vite. Pour accélérer et réussir vos recrutements, l'APEC est là. Prenez rendez-vous avec nos consultants sur apec.fr. APEC, nous rencontrer, c'est avancer. Découvrez la BMW Série 1, qui ne fait rien comme les autres. Rien comme les autres, et qui n'a vraiment pas froid aux yeux. Dis ma série 1, tu nous réchauffes un peu l'ambiance. BMW Série 1, une et unique. En ce moment, découvrez la BMW Série 1